Non mais Marc Lévy, quoi. Ah bon, on est d'accord? C'est clair. C'est vraiment Un génie. imposteur. C'est pas ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Non, d'accord avec vous. Sauf sur un point. Non. C'est contre cela que je m'assure. Torbi et Torbi. C'est pas un bon argument, Torbi et Torbi. Quand on parle tous ensemble, le téléspectateur, sa réaction, c'est de rejeter tout ce qu'on dit. Et ça n'est pas la jaquette qui fait le contenu, c'est l'auteur. Mais attends, on va quand même pas se retrouver à débattre de Marc Lévy pendant une demi-heure. Enfin, y a rien, c'est mauvais, tout le monde le dit. Qu'est-ce que tu peux bien trouver pour lui défendre? Enfin, c'est quand même, c'est niais, c'est convenu, il y a des phrases qui veulent rien dire. On est en plein roman de guerre à l'eau de rose. Et en plus, ça n'a aucune autre espèce d'utilité que de faire passer le temps. Et puis de toute façon, Marc Lévy, il trouvera pas sa place sur notre chaîne, parce qu'on parle de littérature. Et que la littérature, bah, elle s'écrit pas avec 150 mots. Mais justement, il y a un sujet Marc Lévy parce qu'on parle toujours de lui en répétant des critiques figées, alors que la majorité de ces critiques sont pas forcément fondées. Par exemple, Marc Lévy, il utilise grosso modo autant de mots que des écrivains considérés comme des grands classiques, c'est-à-dire un peu moins de 7000 pour un roman de 300 pages. Donc il emploie plus de mots qu'un étudiant en lettres moyen. Et en plus, ces bouquins, c'est peut-être les seuls de la littérature qui permettent de faire des exercices de grammaire sans s'arracher les cheveux. Il alterne passé simple et imparfait, ce qui fait de lui le dernier Français en vie avec Alain Ray à utiliser le subjonctif imparfait. Il écrit jamais on à la place de nous. Il emploie le point virgule selon les règles, ce qui est quand même super rare. Et quand il y a des questions, il fait bien des jolies inversions. N'avions-nous pas acheté des ciabatta hier soir? Demanda Thomas d'un ton moqueur. Ses romans sont hyper clairs. Ils sont grammaticalement irréprochables et ils emploient un vocabulaire qui est assez vaste. Finalement, Marc Lévy, ouais, c'est très classique. Bah écoute, je suis prêt à admettre qu'il a toujours un Becherel sous la main, mais enfin, je pense pas que ça épuise le problème. Il est quand même complètement possible d'échafauder une critique littéraire de ses livres, et d'ailleurs, je serais pas le premier à le faire. D'abord, c'est d'une lourdeur folle. Chacune de ses phrases pourrait être réécrite d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus directe. Et d'ailleurs, ça s'est empiré avec les années. Alors même que son premier bouquin, et si c'était vrai, était quand même très lisible. Je sais pas, on dirait qu'il a voulu répondre et montrer à tous ceux qui l'ont critiqué que oui, il peut écrire avec élégance, il peut avoir du style, etc. Sauf que ça revient certainement pas à Singer-Balzac, ou à faire des phrases interminables, ou à injecter du vocabulaire soutenu à tous les points de ligne. Bon, t'as bien vu aussi que tous ces personnages s'expriment de la même façon. Même les enfants, tiens d'ailleurs, là c'est vraiment lunaire ces moments. Tous les personnages ont aussi le même sens de l'humour. De la vieille dame au commissaire à l'employé de bureau, etc. Ils construisent tous leurs blagues sur le même modèle, d'opposition sarcastique, etc. Et puis, ils ont tous une langue qui mélange les registres de la même façon. C'est-à-dire que dans la même phrase, bah, tu te retrouves avec un fatras de tournure hyper soutenu qu'on trouve uniquement dans les communiqués de presse de l'Élysée, et puis des interjections familières à la sauce PMU. Si c'était volontaire, pourquoi pas? Mais enfin, quand c'est dans la bouche de tous les personnages de tous tes romans, tu commences franchement à te dire qu'il fait pas vraiment exprès. Et puis, tout ça pour véhiculer les images les plus convenues du monde, pour dire que la rue, elle est bordée de maisons, qu'il fait un froid de canard, que la bombe explose avec violence, que l'amour est plus fort que la mort, que le plus important c'est de poursuivre ses rêves, que à la suite d'un chagrin d'amour, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Enfin, il n'y a pas une image nouvelle chez Marc Lévy. C'est pour ça que, à mes yeux, entre Marc Lévy et la littérature, eh ben, il y a la même distance qu'entre une œuvre d'art et un manuel de grammaire, ou un livre de recettes d'ailleurs. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. D'après toi, ce serait la nouveauté des images qui ferait la dimension artistique d'une œuvre. Oui. Ce serait le fait de dire de façon inédite quelque chose que tout le monde connaît. Oui. Bon, ça, c'est l'idée de Hans Robert Jauss. Oui. Pour lui, un bon critère de littérarité d'un livre serait ce qu'il appelle l'écart esthétique. En gros, Marc Lévy, ce serait de la littérature bien littéraire si on trouvait chez lui un écart entre ce que le lecteur attend et ce qu'il a sous les yeux. Alors, c'est vrai que dans les livres de Marc Lévy, les images ont souvent l'air très convenues, c'est vrai. Tu te souviens certainement du « Elle partit sur la pointe du cœur » à la fin de « Et si c'était vrai ?» Ça donne envie à certains de se taper la tête contre les murs jusqu'à ressembler à Voldemort. Mais là, déjà, le cliché du mot « cœur » s'inscrit en fait dans un travail visible sur le style pour forger une expression que personne d'autre n'avait employée avant Marc Lévy. Et surtout, le cliché, il n'est pas en trop, il joue un rôle crucial. Il participe pour un grand nombre de lecteurs au plaisir de retrouver un univers familier, où amour rime avec toujours et où cœur rime avec fleur. C'est bien, il y a une vraie joie à entrer dans un monde saturé de motifs qui se répondent naturellement, où tout semble essentiel, nécessaire. Un monde plaisant où on échappe à la contingence de nos vies, à nous, qui se présentent plutôt comme des bizarres suites d'événements. Bref, Marc Lévy, sans bouleverser les clichés, il les reformule un peu, pour notre plus grande satisfaction. Alors, nier la littérarité de ses livres, à cause du lieu commun, du code quoi,
Et c'est fermer les yeux sur le fait qu'il y a un plaisir du cliché, et que parfois l'horizon d'attente, il demande qu'à être comblé. Parfois, comment dire, voilà c'est ça, oui, finalement Marc Lévy, c'est comme un bon film d'horreur. Le film d'horreur, Redek, c'est quand même d'être coincé avec toi dans la cuisine à parler pendant une demi-heure de Marc Lévy. Enfin, le plaisir des retrouvailles, je l'ai avec ma mère. Quand je la revois, je suis content de me dire que c'est toujours la même personne. Enfin, dans mes romans, par contre, c'est une autre histoire. Le plaisir du cliché, moi, je ressens pas. En revanche, je ressens celui d'être pris au dépourvu par une façon nouvelle de décrire une sensation étrange, un sentiment nouveau, la finesse de l'homme, quoi, enfin la complexité d'un être humain. Je ne suis pas considéré comme complexe par Marc Lévy. Je dirais même qu'il me prend un peu pour un con quand il répète 6 fois par chapitre les enjeux de ses personnages. Par exemple, le début de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Non mais... Quoi, mon père sera enterré le jour de mon mariage? Bah non, c'est pas normal qu'un père soit enterré le jour du mariage de sa fille. Aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais enfin c'était censé être le jour de mon mariage. Non mais bon, ça va, je crois que j'ai percuté. Enfin bon, sauf si t'es payé à la ligne, mais enfin là, faut prévenir. Parce que c'est pas seulement dans les enjeux, c'est aussi dans la construction de sa langue elle-même, où il est d'une redondance infernale. Il fit chauffer de l'eau dans sa bouilloire électrique. Il lui passa un appel téléphonique. Allô, allô, comment vas-tu? Il n'y a pas l'ombre d'une suggestion. Dans la dernière des Stanfield, le frère qui est censé être Asperger, ça n'a aucun impact sur son personnage. Hormis qu'il rajoute logique à la fin de toutes ces phrases, qui d'ailleurs sont pas toujours très logiques. Enfin, tu disais que tout est essentiel, c'est vraiment ça le problème. Tous ces mots sont déjà odieusement univoques, et Marc Lévy leur rajoute des qualificatifs qui sont encore plus univoques, et qui viennent confirmer que bah oui, il y avait bel et bien qu'un seul sens à la phrase que tu viens de lire. Et alors là, je te parle pas de ces dialogues qui sont construits tellement souvent sur le mode de question-réponse, franchement, t'as vraiment l'impression d'avoir sous les yeux le procès-verbal d'un gendarme un peu zélé. Ça, je le nie pas, hein. Oui, ces bouquins sont construits sur la répétition. D'ailleurs, il y a un type de répétition que tu n'as pas relevé et qui est constant chez lui, c'est sa façon de rallonger ses phrases par un dernier segment où il précise sa pensée en se voulant un peu poétique, hein. Regarde, 2 exemples. Elle l'embrassa sur sa joue tendrement. Ou encore, ah oui, c'est ça. À chaque page qu'il tournait, il s'enfonçait un peu plus dans son fauteuil, souhaitant s'y fondre pour ne plus jamais en sortir. C'est beau. Tout se passe comme si l'espace de la page était trop vaste pour si peu d'action et qu'il y avait de l'écho. Mais en fait, il y a une chose importante que tu ne prends pas en compte, c'est que ces livres sont faits pour être lus dans des gares. Tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des romans de gare, des livres qui sont lus dans des contextes d'entre-deux, d'intermittence. La gare, la plage, le métro, où on peut être interrompu à tout moment et où il faut que le texte soit surbalisé pour qu'on retrouve facilement où on en était. Donc, le critère de Yost n'est peut-être pas le meilleur pour penser l'œuvre de Marc Lévy, parce qu'il ne prend pas en compte les pratiques de lecture. Car c'est cette pratique qui explique la redondance. Et aussi le mélange de registres dont tu parlais tout à l'heure. Marc Lévy, c'est pas Audiard, hein. Le registre bas qu'il utilise, il n'a rien de fleuri. C'est plutôt simplement des expressions un peu anciennes et que tout le monde connaît. Le rôle de la langue familière, désuète de Marc Lévy, c'est pas du tout d'être exotique, au contraire, c'est de proposer une expression qui, à coup sûr, ne perdra aucun lecteur. Oui. L'expression, c'est une des manifestations du stéréotype et elle participe à ancrer l'histoire et les personnages dans un univers facilement identifiable. Finalement, ça va avec sa grammaire très old school, hein. On n'est jamais perdu et on peut le lire n'importe où. Enfin, n'importe où, dans ces espaces de lecture intermittentes. Sinon, la répétition, elle apparaît comme un défaut. Tu n'es pas un bon lecteur de Marc Lévy parce que tu lis chez toi, au chaud, pendant 4 heures d'affilée, avec un œil circonspect et patibulaire à la recherche de tout ce qui pourrait confirmer les préjugés, un whisky à la main et en mâchant le bout d'un cigare cubain. Tu sais bien que je pourrais me payer des cigares cubains uniquement le jour où on aura un plus gros compte Tipeee. Enfin, mais quand même, je veux dire, c'est dingue. Je lis mal Marc Lévy parce que je le lis d'une traite. Enfin, c'est comme les films de Canal qu'il faut regarder avec une passoire, là. Faut obligatoirement fermer le bouquin toutes les 15 minutes. Non, mais c'est hyper impératif comme procédé. Ah bah, je retire tout ce que j'ai dit. Marc Lévy, c'est vraiment la pointe de l'innovation. Enfin, tu vois, moi, il y a un autre type d'interaction que j'aime bien, c'est la lecture active. Tu sais, Umberto Eco, dans Poétique de l'œuvre ouverte, développe l'idée que dans une œuvre d'art, celui qui la reçoit l'interprète. Un peu comme un musicien. En gros, il fait l'autre moitié du boulot et selon qui c'est, selon ses souvenirs, selon son imagination, eh ben, il donnera une couleur singulière à cette œuvre d'art. L'idéal, du coup, c'est une œuvre qui, tout en restant unique, peut donner lieu à des interprétations très diverses et très riches. Au cinéma, par exemple, un exemple qui me vient, c'est La Grande Bellezza, où tout n'est pas très clair et où l'auteur invite explicitement le spectateur à investir le film et à le colorer avec sa propre personnalité. Sinon, dans la littérature, c'est en poésie, bien sûr, que ça se manifeste le mieux, parce que c'est là où l'auteur ne fait généralement que suggérer.
en jouant sur la musique des mots, sur la typographie, etc., pour que chaque lecteur crée, en collaboration avec lui, une œuvre nouvelle. Bon, et ben Marc Lévy, c'est l'inverse. Tout n'a qu'un sens, je suis passif. Ça pourrait être moi, ce lecteur, ou un autre, enfin bref, c'est pour ça que j'insiste. Marc Lévy, ça ne se qualifie pas comme de la littérature. C'est de la littérature, c'est pas de la littérature. Cette question qui n'arrête pas de revenir sur le tapis, elle me paraît complètement dérisoire. Déjà, le concept même de littérature, il est hyper récent. Il me semble que la première fois qu'il est utilisé, c'est par Germaine de Staël au début du 19e. Et depuis, on s'écharpe pour savoir ce qui est digne d'entrer dans cette catégorie ou non. Je vois surtout que ce qui est littéraire, c'est ce qui est considéré comme littéraire, et pas l'inverse. On te dit, ah, les pensées de Pascal, c'est pas seulement de la philo, c'est aussi de la littérature. On va l'étudier au bac. D'ailleurs, on va étudier ses figures de style, donc résultat. Et on va essayer de mettre au jour différents sens de son livre. Faire un travail littéraire. Mais il n'y a pas de livre. Les pensées, c'est une compilation de feuillets qu'on a trouvé chez Pascal à sa mort et qui n'avaient parfois rien à voir les uns avec les autres. Et en plus, le concept de littérature n'existait même pas à son époque. Ce qui fait que c'est de la littérature, c'est le fait de dire à l'élève, ça, c'est les pensées de Pascal, c'est un chef-d'œuvre, tu vas voir, c'est de la grande littérature, il y a plein de figures de style et de sens cachés dont l'auteur n'avait même pas idée. Trouve-les, c'est COF2. En étudiant Marc Lévy à l'école, on pourrait d'ailleurs faire réfléchir les élèves au rôle de ces répétitions permanentes, à quel point elles appuient sur ce qui est écrit, et même tendent bizarrement à tout rendre irréel. Dans le monde étrange de Marc Lévy, tout est dit deux fois. Tu vois, on peut aussi trouver plusieurs sens qui cohabitent. Une fois qu'on s'est dit que c'était de la vraie littérature. Bref, comme le dit Stanley Fish, la littérature, c'est avant tout un mode d'approche du texte, pas une nature du texte. Alors oui, Marc Lévy, il a tendance, comme beaucoup de romanciers populaires, à saturer son texte de sens. Et la rêverie qu'il nous propose dans ses romans de gare est clairement sur des rails, pour qu'on ne soit pas perdu. Mais ça n'a aucun rapport avec sa dimension littéraire ou non. Bon, bah alors soit, disons que c'est de la littérature. Mais enfin, je ne démenterai pas du fait que c'est de la mauvaise sorte de littérature, à la fois dans son contenu et dans sa production. Je considère que Marc Lévy fabrique sciemment le divertissement le plus transparent du monde. Il n'écrit pas parce qu'il a quelque chose à dire, ou parce que sinon il lui faudrait mourir, comme disait Rilke. Il écrit parce qu'il a un contrat à honorer et des ventes à entretenir. Mais t'as vu sa frénésie à produire 300 pages par an? T'as vu la flopée de noms qui remercie à chaque fin de bouquin? T'as vu son éditeur qui dit qu'on n'a jamais vu un auteur plus ouvert et plus flexible à la réécriture? Mais de toute évidence, on n'a pas affaire à un poète maudit que l'inspiration frappe sur la tête comme un marteau divin. On a affaire à une équipe d'artisans qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont pour objectif de remplir tous les interstices de ton temps libre avec du bruit, avec de la romance, avec des fausses idées, avec des rêves américains. On est face à des professionnels du vide. C'est pour ça que je ne suis pas du tout réceptif à l'argument qu'on entend souvent et qui consiste à dire « oui, mais si tant de gens aiment bien, c'est qu'il doit y avoir quelque chose ». Bah oui, il y a bien quelque chose, mais ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire tout ce que les entreprises ont mis en place pour capter l'utilisateur. C'est ce qu'on voit depuis longtemps dans la publicité, et ça revient à te pilonner d'affiches de plusieurs mètres de haut, avec son grand sourire, avec une couverture accrocheuse. Enfin, ça revient à essayer de pirater tes biais cognitifs. En fait, c'est du même acabit que ce qu'on observe sur Facebook et compagnie, etc. Toutes ces plateformes qui ont inventé des mécanismes très efficaces pour te faire rester. Je suis sûr que dans la Silicon Valley, le jour où ils ont inventé notamment le scroll infini, les mecs, ils ont sauté de joie. Parce qu'ils avaient bien compris que même le petit geste de cliquer sur page suivante, c'est un nouveau moment de décision où tu as la place de te dire « Eh mais en fait, Twitter, ce serait bien si ça brûlait. » Eh ben, il ne faut pas croire que dans le milieu du livre, il y en aille autrement. Marc Lévy et consorts, ils vendent tellement des millions avec leurs marchandises, c'est tellement une manne financière pour les maisons d'édition, qu'il est très clair qu'elles mettent en place des stratégies bien huilées. Et c'est là d'ailleurs où on retrouve en partie les stratégies employées par les romans feuilletons au 19e, où les auteurs étaient clairement payés à la ligne. Ouais, t'avais cette redondance, dont on a déjà parlé, t'avais les intrigues à tiroir, t'avais le primat de l'action, t'avais les stéréotypes, l'absence d'obscénité, la différence très claire entre les personnages principaux et les adjuvants permanents, qui ne seront jamais rien d'autre que des seconds rôles. Tout ça, ça contribue à susciter une lecture passive. Je suis pris par la main, et quand je l'ai terminé, hop, je l'ai oublié. Je suis un consommateur satisfait du produit. Je vais mettre 5 étoiles sur Babelio, et puis après j'attends le prochain. C'est réussi, je suis devenu un téléspectateur de la littérature. Ouais, le lecteur de Marc Lévy ne serait qu'un consommateur et l'auteur du roman populaire, un pourvoyeur de divertissement abrutissant. Oui. Mais cette critique, Pierrot, elle est vieille comme Balzac, qui fustigeait déjà, dès les années 1830, ce qu'il appelait les cochonneries littéraires. Alors même que pendant toute la première partie de sa carrière, il a lui aussi écrit des romans noirs. Un peu plus tard, c'est d'ailleurs au tour de Sainte-Beuve d'en faire son cheval de bataille, en s'insurgeant contre la littérature industrielle, cette littérature qui existerait avant tout pour rapporter des sous. C'est une critique étrange quand on sait à quel point
point l'appât du gain a été un moteur artistique pour Corneille. Et quand on étudie comment la course après le moindre franc a motivé certains caractères de l'écriture de Balzac. Pour ce qu'on appelle la grande littérature aussi, l'argent a été un moteur. Et la volonté de capter l'attention du lecteur n'en était pas moins grande. Il suffit de constater qu'on étudie souvent au début des romans ou des pièces de théâtre ce qu'on appelle dans les études littéraires la captatio benevolentiae, hein. C'est le processus de séduction du lecteur. C'est quelque chose qui est très important dans ces romans classiques. Et d'ailleurs, comme tu l'as bien fait remarquer, il ne s'agit pas tant pour Marc Lévy de capter le lecteur que de le rattraper à chaque fois qu'il interrompt sa lecture. Hein. Donc oui, j'entends le problème de la passivité du lecteur. Mais cette critique, la pluriséculaire des livres du peuple, moi j'y vois aussi un sacré mépris qui est à interroger. Hein. Et est-ce que tu te souviens de notre honte quand on est allé acheter une tonne de Marc Lévy pour préparer sa conversation impromptue, le libraire qui ne disait rien, et son regard qui disait tout? Il nous jugeait, Pierrot, comme tous ces gens que nous avons croisés au détour d'un couloir de métro ou dans la queue des toilettes d'une boîte bien glauque, et qui nous ont surpris, ces livres à la main. J'entends encore le ricanement universel qui nous a poursuivis ces dernières semaines, les cris de ma mère, la larme qui dégringola sur la joue de mon père quand il entra par hasard dans ma chambre en cette froide matinée de mars. Fiston, regarde le super tableau Excel que... Oh mon Dieu, mais c'est un livre de Marc Lévy. 100 fois maudit soit le jour de ta naissance. Dire que je pensais que t'allais devenir expert comptable et reprendre mon cabinet à Aîné. C'est pas ce que tu crois, papa. C'est juste pour une vidéo. Juste pour une vidéo. Mais déjà, la porte de ma chambre se refermait sur l'hiver de ma vie, me laissant seul, en position fétale, serrant fort mon Marc Lévy. Bref. Mon fils. Bref. Tout ça pour dire que je suis très étonné par toute la haine qui se dégage contre ces livres, alors qu'ils sont lus par tellement de gens. Et souvent, cette haine, elle est portée par des gens qui n'en ont jamais lu, ou à peine un, c'est-à-dire 1/20 de l'œuvre de Marc Lévy. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui détestent un auteur en ayant lu à peine 1/20 de son œuvre? Je pense que c'est un phénomène dont on peut carrément faire une lecture sociale, en reprenant l'idée de Bourdieu que nos goûts sont avant tout des dégoûts. Ouais, en gros, on donne des gages au groupe social auquel on prétend en acceptant un jugement a priori contre tel ou tel type de pratique. Donc ceux qui veulent être reconnus par les autres comme ayant du goût, et même le bon goût, eh ben, ils acceptent de dire du mal de Marc Lévy sans connaître. C'est aussi ça qui peut expliquer que les critiques qu'on fait de Marc Lévy sont souvent si peu fondées. Des livres écrits avec 150 mots, uniquement des romans d'amour, alors que Marc Lévy se targue lui-même de changer de genre à chaque livre, des romans qui ne respecteraient pas la grammaire, etc. Il y a donc un glissement entre le roman populaire, au sens de roman que tout le monde aime, et le roman populaire au sens de roman pour le peuple. Enfin, pour les beaufs, les incultes, tous ceux qui n'ont pas un goût développé pour le roman âpre et exigeant dont on parle dans Télérama, et qui de toute façon ne lisent que dans le bus ou dans le RER. Et Marc Lévy, en plus, il en rajoute une couche. Alors là, c'est grave, oui, il a un lectorat majoritairement féminin. Alors là, ça clôt le débat. Hein. Ces livres sont estampillés « Livres pour bonnes femmes qui cherchent à faire pleurer la ménagère ». Aucune raison de s'y intéresser sérieusement. Ça me fait penser à une scène très drôle de Elle et lui. Il y a une lectrice qui vient acheter un roman genre Marc Lévy dans ses librairies. Et le libraire lui dit « Ah non, désolé, ça c'est pas un roman pour les gens qui aiment lire. Disons qu'il y a plus littéraire. » Alors même que le libraire en question n'a pas lu le bouquin. Ce à quoi le personnage répond qu'il ira acheter un livre dans une librairie moins littéraire. Bref, critiquer Marc Lévy, c'est avant tout parler de soi et de comment on se situe dans le champ social. Je crois que j'ai jamais été autant en désaccord de toute ma vie. Non mais puis quoi encore qu'il y ait du mépris de classe? Mais c'est pas nouveau, mais enfin, prétendre que c'est indissociable d'une quelconque exigence esthétique, c'est quand même prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Tiens, par exemple, tout le théâtre de Brecht. Bah voilà, est-ce que tu peux imaginer quelque chose de plus concret, de moins élitiste, et en même temps de plus politique? Je te prends La résistible ascension d'Arthur Rovy. Bah, c'est l'histoire d'un gangster qui veut prendre le contrôle du marché de vente de légumes à Chicago. Et c'est écrit en 1941 pour parodier la montée du nazisme en la transposant dans un monde capitaliste. Et c'est d'une richesse purée, mais ça se bousculait pour aller le voir. Bon, bah, c'est autre chose que ton millionnaire. Parce que oui, il ne faut pas non plus prétendre que Marc Lévy et son équipe de professionnels, ils écrivent des bouquins dépolitisés, bien au contraire. T'as remarqué, ces livres, c'est des contes de fées. Si on prend Et si c'était vrai, alors là c'est vraiment il était une fois dans un pays imaginaire que Marc Lévy appelle San Francisco, une belle jeune femme prisonnière du coma et qui rencontre un proche chevalier dont les baisers d'amour la délivreront du sortilège. Là, tout ça c'est quand même une belle blague, sauf que c'est vicieux. Parce que comme pour les contes de fées, c'est des récits qui finissent par avoir un impact sur l'imaginaire des lecteurs. En s'inscrivant tous dans un monde où franchement les gens ont l'air un peu rentiers quand même, où les femmes sont belles comme le jour, où les hommes n'ont pas de pulsion, où les voitures sont des objets de collection. T'as vu, il dit toujours la marque, il dit jamais la voiture et tout. Il dit toujours ah la Oldsmobile truc, enfin bref.
Tout ça, c'est quand même un monde dans lequel les pauvres sont cachés. Je ne sais plus qui disait, dans le prochain Marc Lévy, le personnage principal sera directeur du contentieux à la sécurité sociale. Bah, c'était drôle, justement parce que c'est impossible. Il y a des choses qui le font rêver, puis il y en a d'autres qui ne font pas rêver. Sauf que le monde qui fait rêver Marc Lévy, et qu'on nous vend en tête de gondole de toutes les librairies, ben c'est un monde qui me dégoûte profondément. Et c'est là où on retrouve tout le travail de Gramsci, d'Adorno, etc., qui est de dire que les structures de domination, elles tiennent pas seulement par la force politique et économique, mais aussi par le conditionnement de nos pratiques quotidiennes et de nos croyances collectives. Marc Lévy, il te fait croire au rêve américain, qui est un mensonge. Il te fait envier la vie des touristes qui prennent l'avion pour aller faire les Cyclades. Il t'assure que ton bonheur, il existe que dans le couple. Et encore, hein, dans un couple idyllique avec la bonne personne. Alors même qu'au fond, il y a une vraie richesse dans la vie en communauté. Marc Lévy, il te fait croire que les filles, bah, elles trouvent sexy les beaux patrons un peu lourds, quoi. Il te fait croire que Apollinaire, c'est de la grande littérature réserveuse intellectuelle. Alors même que lui, il est d'une grandiloquence infernale. Il y a chez Marc Lévy plus d'aphorismes hyper sentencieux à la mort moelle-nue que dans toute la littérature. Bref, tout mon temps libre est précieux. Et je préfère 100 fois le consacrer à des films, à des livres, ou à de la musique qui me permettront de mieux comprendre mon prochain, mon époque et moi-même. Alors, Adorno et moi, on te dit, celui qui méprise les classes pop, bah, c'est d'abord Marc Lévy. Bon. J'entends ta critique, hein. C'est un peu la même que celle qu'Alexandre Astier fait à la télé-réalité. On peut faire du divertissement intelligent qui n'est pas constamment recours aux stéréotypes et qui nous pousse à réfléchir en profondeur sur notre condition. Même si on peut faire remarquer qu'ils sont peu nombreux à y arriver et que même Brecht, que tu cites, a pu être critiqué pour être justement le communiste de service. Hein. Parce que oui, émanciper les esprits très bien, mais vers où, vers quoi? Quoi qu'il en soit, Marc Lévy aussi entend cette critique. Et justement, on voit que depuis presque 20 ans, il tente d'y répondre dans ses livres. Il met en scène et interroge cette écriture de divertissement qui ne peint pas un réel morose pour exciter à la révolution, mais un imaginaire de rêve où tout finit comme dans les contes. Écoutez quelques exemples tirés de ses romans. J'ai l'impression que chaque mot que je dis est une connerie. L'amour rend aveugle. Je suis sûr que dans mon cas, cette banalité affligeante a du vrai. L'amour donne des ailes, non? Un peu convenu si vous me le permettez. Les personnages passent leur temps à se demander si leur parole n'est pas trop stéréotypée, s'ils ne sont pas trop ridicules, si l'histoire ne devrait pas plutôt se terminer mal pour une fois. Et la réponse de l'auteur est toujours la même. C'est celle de ce personnage de Elle et lui qui a justement lu un roman de gare et qui dit « Je suis ridicule, mais ces mots m'ont touché ». Il y a une prévalence de l'émotion dans ces romans, où le plus petit lecteur, celui des gares et des métros, se sent rejoint dans son intimité. Celui qui n'a pas été forcément éduqué à lire des textes âpres qui s'inscrivent dans une temporalité plus longue, plus exigeante, peut vivre une expérience de communion avec une certaine communauté humaine au cœur de son quotidien. Plus loin dans Elle et lui, Mia a ce discours assez éloquent. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de drame dans la vraie vie, que les gens ne sont pas suffisamment accablés de malheur, de mensonges, de lâcheté, de mesquinerie? Vous voulez en rajouter? Perdre leur temps à raconter des histoires qui finissent mal? J'en ai assez de l'hégémonie culturelle du marasme. Et avoir conscience de ce pouvoir littéraire, je trouve que c'est déjà pas mal. Provoquer une émotion belle en artisan, c'est déjà pas mal. Même si, oui, on peut toujours mieux faire, être Bertolt Brecht ou Charles Baudelaire et toucher tout le monde en provoquant chez les lecteurs des émotions raffinées et émancipatrices. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi aussi, je suis conscient du pouvoir de la littérature, et c'est justement pour ça que je ne suis pas pressé de l'absoudre au motif qu'il serait conscient des limites de son écriture. Le mal est commis, que ce soit volontairement ou non. Après, bon, je te le dis en buvant mon thé, j'appelle de mes voeux une littérature populaire qui n'aurait pas les mêmes défauts qu'une série Netflix, qu'on consomme et qu'on oublie, alors même que ces représentations s'installent durablement dans nos cerveaux. Et j'espère sincèrement que notre travail à nous compense celui de Marc Lévy, mais bon, punaise, on n'en sait rien. Enfin, il y aurait de la matière à en faire une vidéo. Assurément. Bon, la famille qui habite ici, on la laisse sortir de la cave? Abonne-toi. Cool. Non mais Welbeck quoi. Ouais, on est d'accord, hein. C'est vraiment un imposteur.